Chers lecteurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien littéraire des Mémoires d'Adrien. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Raphaël Douan pour son ouvrage Si Rome n'avait pas chuté, publié aux éditions Passé Composé. Raphaël, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Adrien et merci à toi, ça me fait très plaisir d'être là de retour. Tu étais ici pour le tout premier épisode du podcast des Mémoires d'Adrien. Nous avions parlé de Stendhal et d'intelligence artificielle, justement, des liens entre l'intelligence artificielle et la littérature. Tu es ancien élève de l'école normale supérieure et de l'ENA, tu es agrégé de lettres classiques, et parmi les ouvrages que tu as déjà publiés, on trouve Quand Rome inventait le populisme en 2019 ou Le rêve de l'assimilation, déjà chez Passé Composé en 2021, ou encore Le siècle d'Auguste, un que sais-je, en 2021 également. Et là, je te reçois pour Si Rome n'avait pas chuté, qui est un ouvrage particulier parce que alors tu t'intéresses beaucoup aux évolutions des progrès techniques, aux possibilités permises par l'intelligence artificielle générative, enfin d'en tirer le plus grand profit. Et dans cet ouvrage, tu réalises un peu une uchronie pour voir comment ça se serait passé si l'Empire romain avait bénéficié d'une révolution industrielle avant l'heure. La particularité de cet ouvrage, c'est que tu l'as écrit en partie avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que tu es le chef d'orchestre du scénario et le chef d'orchestre de comment se construit l'ouvrage, mais toute la partie texte et les illustrations sont réalisées par l'intelligence artificielle. Est-ce que jusque-là, je n'ai pas dit de bêtises, c'est bon? Non, c'est exactement ça, en fait c'est un livre qui parle de technologie en utilisant de la technologie. Sachant qu'il y a aussi une partie du livre où ce sont des commentaires que là j'ajoute à la production de la machine où j'écris sans aide de l'intelligence artificielle, justement pour essayer d'analyser, de commenter, de prendre du recul sur ce qu'elle produit, notamment d'un point de vue historique. Comment tu qualifierais cet ouvrage? Parce que beaucoup ont dit ouvrage historique, d'autres ont dit bon, c'est pas vraiment un ouvrage historique. J'ai vu passer pas mal de commentaires sur Twitter à l'époque de la sortie de l'ouvrage. Toi, comment tu le qualifierais? C'est une bonne question parce que je m'étais pas vraiment posé la question Mm. sous cet angle-là en fait. C'est une uchronie, donc c'est pas un livre d'histoire au sens disons académique du terme. Mm. Euh, Même si, encore une fois, comme il y a des parties où, enfin, la moitié du livre, en fait, ce sont des commentaires que j'ajoute à l'Uchronie et qui, eux, ont une vocation, disons, rigoureuse, ou en tout cas, il ne s'agit Oui. pas d'inventer, mais au contraire de voir ce qui, dans l'Uchronie, est conforme ou pas à la vérité historique. Donc il y a des parties de ce livre qui appartiennent au livre d'histoire et d'autres parties qui appartiennent plutôt à la fantaisie en fait en quelque sorte. Et une partie enfin qui est plutôt là de l'ordre du livre expérimental, puisque justement il s'agit d'utiliser une nouvelle technologie pour écrire et pour écrire des choses qui ne pouvaient pas être écrites auparavant. Et donc voilà, c'est un peu un mélange de trois inspirations, à la fois une sorte d'expérimentation, un livre d'histoire et une uchronie fantaisiste. Alors c'est marrant parce que dès la préface, tu fais un contre-pied au lecteur, parce que pour ceux qui l'ont lu le savent déjà, mais on trouve une première préface déjà qui est assez crédible, qui est intéressante, qui pourrait tout à fait être n'importe quelle préface d'ouvrage historique. Et puis en fait, on tourne la page et puis on se rend compte que la préface avait entièrement été rédigée par l'intelligence artificielle. Et donc après, il y a une seconde préface rédigée cette fois-ci par toi. Donc le livre démarre ainsi par un premier contre-pied, puis on se fait presque déjà avoir dès le début de l'ouvrage à se dire en fait oui effectivement c'est l'intelligence artificielle qui a été capable d'écrire ce premier texte. Dans la préface c'est intéressant parce que tu abordes quand même les dangers de l'intelligence artificielle, les écueils, pas forcément que du positif, et donc tu t'interroges toi-même et tu interroges le lecteur sur ce que va permettre, ce que ne peut pas pour l'instant permettre l'intelligence artificielle, et également sur ta méthode. Donc j'aimerais bien qu'on y revienne juste rapidement sur cette préface. Tu dis quelque chose d'intéressant, tu dis que c'est pas vraiment l'intelligence artificielle qui va remplacer les hommes, mais ce sont les hommes qui utilisent l'intelligence artificielle qui remplaceront les autres. Moi, je ne crois pas du tout que les robots vont rendre obsolètes les êtres humains, ni qu'ils vont détruire l'humanité en se rebellant contre nous. Ça me paraît vraiment encore appartenir à la science-fiction, malgré les progrès de l'intelligence artificielle. Et je ne crois pas non plus qu'il y aura une sorte de chômage universel dû à la progression de la technologie. De même que
dans le passé, dans l'histoire économique, les précédentes innovations technologiques ont plutôt créé des emplois au total qu'elles n'en ont détruit. Je pense que ce sera assez similaire avec les intelligences artificielles génératives comme celles qu'on voit aujourd'hui. Simplement, effectivement, il y aura forcément aussi une sorte d'effet de mouvement un peu circulaire où il y a des gens qui vont perdre leur tâche, leur activité, et d'autres qui vont en gagner. Donc la question, c'est d'accompagner ce mouvement. Effectivement, je pense que les gens qui n'utiliseront pas à terme l'intelligence artificielle seront beaucoup moins productifs sur le marché du travail, auront beaucoup moins de capacités, et donc forcément se verront passer devant par des gens qui l'utilisent. Mais en fait, je pense que tout le monde va l'utiliser à la fin, parce que ce sera intégré d'ailleurs dans les outils que nous utilisons déjà tous. Aujourd'hui, si vous voulez faire de la synthèse de texte, donc créer du texte avec de l'intelligence artificielle, vous devez passer par ChatGPT ou un système équivalent, ou un site équivalent. Mais demain, c'est déjà en cours de production, ce sera intégré dans vos mails, dans Outlook, dans Gmail, dans Word, bien sûr, donc dans les traitements de texte. Et donc, en fait, tout le monde s'en servira un petit peu par des outils classiques, finalement. Peut-être que dans Word, quand vous avez fini un paragraphe, il vous dira peut-être que vous pourriez ajouter ça ensuite, ou peut-être que vous pourriez corriger ceci ou cela. Et peut-être que dans 3/4 des cas, vous direz non, moi je voulais pas, je veux garder ce que j'ai fait. Mais peut-être que dans 1/4 des cas, au contraire, on se dira ah oui tiens c'est une bonne idée, et puis on l'ajoutera. Et donc en fait, je pense qu'à un moment, tout travail en quelque sorte sera fait, enfin, notamment tout travail intellectuel, sera fait au moins en partie avec l'aide d'une intelligence artificielle. Donc finalement, il y a peu de gens qui vont se faire qui vont être complètement obsolètes parce que en fait tout le monde va l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Après, il restera peut-être des niches, notamment dans le domaine artistique, de gens qui, au contraire, veulent et revendiquent d'utiliser des techniques traditionnelles. Un peu comme on a bien sûr des gens qui font toujours des concerts en live, alors qu'on a les enregistrements, bon, il y a toujours un charme particulier, ou toujours des gens qui dessinent ou qui peignent avec des vraies peintures sur des vraies toiles, alors qu'on peut aussi peindre avec Photoshop et avec des outils numériques. Donc tout ça restera, je pense que il y aura toujours un attrait pour le fait main, en quelque sorte. Mais ce sera plutôt un travail de niche par rapport à l'essentiel de la production dans l'ensemble de la société, qui sera fait avec l'assistance d'IA. Ensuite, l'autre chose, c'est que je pense que l'IA si elle remplace quelque chose, elle remplace des tâches plutôt que des gens. Donc elle va, en fait, on fait tous des activités qui sont un peu répétitives ou qui sont un peu mécaniques, même si c'est du travail intellectuel, et qui en fait peut être automatisé, peut être mécanisé donc. Et où l'intelligence artificielle peut venir nous remplacer sur cette tâche. Ça ne veut pas dire qu'on est entièrement remplacé nous-mêmes, on aura toujours une valeur ajoutée, mais qu'on trouvera ailleurs, ou qu'on trouvera peut-être qu'il se resserrera sur ce qui était finalement le plus intéressant. Et finalement, la surprise de ce qu'on a aujourd'hui avec ChatGPT et les autres modèles de langage, c'est qu'en fait, justement, l'écriture, une partie de la réflexion, c'est des tâches qu'on peut automatiser, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas du tout. Et on ne pensait pas que faire un dessin ou écrire une phrase, ça pourrait être automatisé. Mais en fait, si. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que toute production intellectuelle sera entièrement automatisée, qu'on est tous obsolètes. Simplement qu'une partie de cette tâche, en fait, on peut la décomposer, disons, entre ce qui était automatisable et ce qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, tu expliques également dans ta préface, tu donnes un exemple sur les traductions et de comment aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle arrive à traduire correctement et de manière cohérente un texte, qui n'était pas forcément le cas il y a une dizaine d'années. Et on trouvait parfois des traductions assez incohérentes et qui s'écartaient finalement du sens du texte. Et aujourd'hui, tu expliques à quel point, sur des petits détails peut-être dans la phrase, mais l'intelligence artificielle arrive en rassemblant toutes les informations dont elle dispose, à traduire de manière correcte. Donc, dans quelques années, on aura la possibilité de lire n'importe quel texte traduit presque de façon instantanée. Ça, c'est fascinant, et je trouve que c'est un très bon exemple, effectivement, de la puissance de ces intelligences artificielles. En fait, moi, je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, quand je faisais mes études de latin et grec, mes professeurs me disaient qu'un ordinateur pourrait jamais traduire un texte, on parlait de latin à l'époque, mais ça marche pour toutes les langues, correctement, parce que en fait la syntaxe et la grammaire, ce sont pas des systèmes avec des règles qui fonctionnent en vase clos, en fait. Je prends l'exemple dans le livre d'une phrase en anglais, une phrase en français plutôt, qui est nous avons offert un chien à Paul, point virgule, il a de beaux poils roux. En français, dans ce contexte-là, on sait, nous, intuitivement, que il a de beaux poils roux renvoie forcément au chien et pas à Paul. Parce que
beau poil roux, c'est quelque chose qu'on associe forcément à un chien et qu'on dit pas ça d'un être humain en général. Mais ça, on le sait parce que il y a une sorte de bon sens et aussi d'habitude un peu du langage et de la manière dont on utilise le langage pour renvoyer au monde et à l'objet qu'il désigne, qui fait qu'on sait que c'est évident pour nous. Mais en fait, quand on y réfléchit, grammaticalement, rien ne dit que il forcément renvoie au chien et pas à Paul, et pas à l'être humain. Dans la phrase, il, ça pourrait très bien être les deux, d'un point de vue purement grammatical. Et donc, un ordinateur à l'ancienne, disons, un pur programme informatique, qu'on aurait codé en lui donnant toutes les règles de la langue française, toute la grammaire, toute la syntaxe, serait en fait incapable de savoir si il renvoie au chien ou à l'être humain. Sauf que une intelligence artificielle, donc qui est entraînée sur un réseau de neurones, arrive en fait très bien à savoir qu'il s'agit de l'être humain, du chien et pas de l'être humain. Parce qu'elle est entraînée tout à fait différemment, on lui a pas du tout donné les règles de la grammaire et de la syntaxe française. On lui a jamais rien expliqué en fait, on lui a donné aucune indication sur la manière dont on parle, dont on réfléchit, dont on doit associer des mots ou des arguments. Simplement, on lui a donné plein de textes et on lui a dit de trouver des corrélations entre des questions et des réponses, en fait, en quelque sorte, entre des débuts de texte et des fins de texte. Et elle a fait ça, donc elle s'est entraînée toute seule sur cet immense corpus de texte, et elle en a déduit des millions de paramètres, où elle fait des liens entre différents paramètres qu'on ne connaît même pas, nous-mêmes. Enfin, on ne sait pas très bien quels sont les liens qu'elle fait. En fait, c'est des statistiques. À la fin, elle sait que quand il y a une phrase qui commence par « Nous avons offert un chien à Paul », et qu'ensuite on voit les mots « beau poil roux », statistiquement, il est extrêmement probable que les beaux poils roux se rattachent plutôt au chien. Si elle traduit en anglais, elle va savoir qu'il faut dire « it », has red hair, et non pas he, parce que it ça renvoie au chien, et he à l'homme, alors même qu'en français on fait pas la différence dans le pronom. Mais en anglais on le fait, donc c'est important. Et un ancien traducteur, d'il y a 10 ans, un traducteur automatique, je veux dire, un ordinateur, n'aurait pas su faire la différence, mais aujourd'hui, on sait le faire. Et donc ça change tout, effectivement, parce que non seulement pour la traduction, ou comme tu le disais, on pourra avoir des traductions automatiques de tous les textes dans toutes les langues, et avec une très bonne fidélité, d'abord au sens et même au style peut-être de l'œuvre originale. On pourra également, évidemment, avoir aussi de l'interprétariat, en fait, parce qu'on pourra parler en direct et avoir une transposition instantanée de ce qu'on dit dans une autre langue, ce qui veut dire que peut-être à terme on pourra vraiment parler avec n'importe qui partout sur Terre sans aucune difficulté. Au-delà de ça, au-delà de la traduction, ça permet d'avoir des textes, des machines qui font des textes cohérents, qui peuvent avoir leurs failles parfois, mais enfin globalement qui ont une vraie consistance interne, tout en étant nouveaux et pas du simple plagiat ou du simple collage de textes préexistants. Alors, un sujet que tu abordes également dans ta préface, et je me souviens, nous en avions parlé lors de l'entretien par écrit que j'avais fait avec toi pour ton ouvrage sur l'assimilation. Nous avons parlé, je me souviens, de l'uniformisation du monde de Stefan Zweig et des dangers potentiels sur l'assimilation, sur la possibilité de faire société. Là, c'est plutôt l'inverse aussi, un danger presque à l'opposé, c'est-à-dire que tu expliques dans ta préface que l'IA va accroître la diminution de référentiels culturels communs, où chacun va avoir sa possibilité de culture, va pouvoir faire fabriquer son livre, son film, etc. On a déjà un peu ça avec de plus en plus de chaînes de télévision, de plus en plus de médias, et contrairement à peut-être il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, est-ce que tout ça peut pas être un danger sur le fameux vivre ensemble dont on parle souvent, ou sur la possibilité de faire société, que chacun finalement ait ses propres références culturelles et qu'on ait de moins en moins d'un référentiel culturel commun? Oui, effectivement, c'est un des dangers que je vois, qui est plutôt un danger sociétal finalement, plus que technologique vraiment. Et c'est le prolongement tu l'as dit, d'un mouvement qui finalement est déjà un petit peu ancien, enfin en tout cas qui a commencé il y a plusieurs décennies. Il fut un temps où il y avait une ou quelques rares chaînes de télévision et où tout le monde regardait le même programme le soir. Des fois avec des chiffres extraordinaires sur la quantité de foyers qui regardaient la même chose au même moment, dans les années 50, 60. Et ensuite on a vu effectivement la multiplication des chaînes de télévision qui faisait que chacun pouvait regarder un peu son programme. Et plus récemment on a vu avec les plateformes de streaming et YouTube, enfin Internet en général, la multiplication encore plus grande des contenus qu'on peut voir. Donc maintenant vraiment, non seulement vous pouvez regarder différentes chaînes de télévision, mais vous pouvez regarder différentes émissions individuelles il y en a avec une variété telle que d'ailleurs personne ne pourrait imaginer voir l'ensemble de ce qui se produit à un instant T. Enfin, je pense que même en une journée, tout ce qui se produit sur YouTube est
irregardable pendant toute une vie. Donc on avait déjà ce phénomène qui se produisait, et là on peut imaginer que ça va aller encore plus loin, parce que on peut très bien concevoir une sorte de futur Netflix où au lieu que Netflix vous recommande les séries ou les films qu'il a en stock et qui pourraient vous plaire, on peut imaginer qu'il produise lui-même directement un film totalement inédit, juste pour vous, et qui s'adapte à vos goûts et à ce que vous avez envie de regarder. Et donc peut-être que là, vous adorez les films avec Louis de Funès, et puis vous adorez aussi les films de science-fiction, et que par ailleurs, votre autre acteur préféré, c'est Brad Pitt, et bien il va vous faire un film qui se passe dans l'espace avec Louis de Funès et Brad Pitt, et il a été fait juste pour vous, et ensuite, personne d'autre ne le verra. D'un côté, c'est fascinant, parce que ça permet d'imaginer plein de choses qu'on ne pourrait pas voir autrement. De l'autre, ça peut être un peu inquiétant de se dire qu'on n'a plus aucun référentiel commun, et qu'on peut pas parler du film qu'on a vu la veille avec des amis, parce qu'ils l'ont pas vu, et qu'ils peuvent pas le voir, sauf à leur envoyer, mais il sera pas fait pour eux. Enfin, il n'aura pas été fait pour leur goût précisément. C'est peut-être ce qui fera que finalement ça marchera peut-être pas tant que ça, peut-être qu'en fait il y a plus de plaisir à pouvoir parler d'une œuvre d'art en commun que à voir une œuvre d'art faite expressément pour nos goûts particuliers. Mais bon, ce sera intéressant de voir comment ça évolue, parce que finalement peut-être le plus probable serait un peu à mi-chemin, c'est d'avoir des petites communautés de gens qui ont des goûts similaires et qui ont du contenu créé pour eux, ou qui se créent du contenu directement, et qui après vivent un peu en vase clos avec ce contenu sans jamais vraiment pouvoir le partager avec d'autres petites niches qui elles-mêmes auront leur propre contenu. Ce qui veut dire peut-être qu'on verrait moins de grandes œuvres qui réunissent l'ensemble de la société autour d'elles. Et ça c'est peut-être un peu dommage, mais bon, c'est un des dangers qu'on peut imaginer aujourd'hui, et peut-être qu'il y a des moyens d'ailleurs de lutter contre et d'essayer de recréer quand même du lien autour de certaines œuvres malgré tout. Alors, on va rentrer un peu plus dans l'ouvrage maintenant en tant que tel. Tu l'as brièvement dit tout à l'heure au début de notre entretien, mais ton livre en fait se compose de deux formes de textes, à chaque fois de deux parties. Il y a d'abord une partie uchronique où tu imagines comment cela serait passé si l'Empire romain avait vécu et avait connu une révolution industrielle avant l'heure. Et puis à chaque fois ensuite, après chaque petite partie d'Uchronie, on a une intervention de l'historien, donc de toi, qui commente l'Uchronie, qui corrige peut-être l'IA lorsqu'elle va trop loin, ou lorsque ça n'aurait pas forcément été possible tout ce qui est présent dans de l'Uchronie, et qui explique en quoi c'est crédible, en quoi là par contre ça va un peu trop loin, et tu fais une sorte de mise en contexte ou de mise en relief de ce qu'on a pu lire dans l'Uchronie. Donc souvent les gens peut-être qui ont critiqué, parce que j'en ai vu passer quand même pas mal des critiques sur le livre sur Twitter, sont peut-être des gens qui l'avaient pas forcément lu, parce qu'ils ont juste lu écrit par l'intelligence artificielle Uchronie, et puis se sont jetés sur la critique, alors qu'en fait toi-même tu es toi-même critique, et tu es toi-même on va dire rationnel dans la partie commentaire de l'historien. Donc il y a ces deux parties qui sont vraiment très intéressantes et qui se complètent de manière très cohérente. Et en fait la problématique du coup de l'ouvrage, c'est à la fois dans l'Uchronie, mais à la fois toi en tant qu'historien, tu essayes d'analyser quelle était la place du progrès technique dans l'histoire. Est-ce que ça a été une place motrice ou une place secondaire? Et c'est ça que je trouve qui est passionnant dans cet ouvrage, au-delà de la partie chronique, c'est toutes tes analyses en tant que spécialiste de l'Antiquité, et tu montres bien à quel point finalement le progrès technique, les nouvelles technologies ont eu une place depuis tout le temps, en fait, dès l'Antiquité dans l'histoire. Donc ça, c'est intéressant. Avant peut-être de rentrer dans le fond, peut-être, est-ce que tu peux juste nous expliquer la méthode d'écriture, comment toi tu as pu être le chef d'orchestre et tu n'as pas laissé complètement la main à l'intelligence artificielle lors de l'écriture, et puis aussi pourquoi, selon toi, l'Uchronie finalement était le genre le plus adapté à un livre comme ça, écrit par l'intelligence artificielle sur le progrès technique dans l'Antiquité. Oui, alors tu as bien rappelé effectivement comment le livre se compose, et c'est pour ça que c'est drôle. Effectivement, il y a eu 2-3 personnes qui se sont élevées contre le principe du livre sur Twitter, et à chaque fois ils commençaient leur diatribe en disant alors je n'ai pas lu le livre, mais ce que je trouvais assez drôle. Et effectivement, en fait, d'ailleurs, toute leur argumentation reposait sur une idée totalement erronée de ce qu'est le livre en fait. Donc, alors comment j'ai procédé? D'abord, quand j'ai eu l'idée de faire ce livre, j'ai commencé par demander à l'IA. Alors l'IA que j'ai utilisée à l'époque, c'était GPT-3, qui était l'ancêtre de ChatGPT, puisque j'ai commencé à faire ça avant que ChatGPT ne sorte. Et il y avait déjà moyen en fait d'utiliser donc la version antérieure, qui d'ailleurs avait certains avantages par rapport à ChatGPT, qui était qu'elle était moins orientée pour être un assistant et pour être une sorte de robot conversationnel qui répond à vos questions, etc. Et donc il était encore un peu plus
conçu pour compléter un début de texte et pas juste pour répondre à une question de manière bienveillante. Et en fait, ça lui donnait un peu plus de marge de manœuvre littéraire pour essayer de pasticher ou de recréer ou d'inventer des textes différents. Donc voilà, c'était GPT-3, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par lui demander des idées un peu en vrac de ce qui aurait pu se passer si Rome avait connu une révolution industrielle à l'époque de Néron, parce qu'en fait, je voulais me baser sur un événement historique réel que je trouve intéressant justement pour parler de technologie, qui est que au 1er siècle après Jésus-Christ, il y a un savant grec, Alexandrie, qui a effectivement inventé une machine à vapeur. Simplement, cette machine à vapeur, qui s'appelle l'éolipile, ne fonctionnait pas suffisamment bien pour exercer un vrai travail mécanique utile. Mais ça permettait de faire tourner une petite sphère sur elle-même grâce à l'action de la vapeur. Et c'était une sorte de gadget, en fait, pour les anciens. Mais donc, ce qui est drôle, c'est qu'ils aient eu le concept de la machine à vapeur et qu'ils en aient fait un prototype. Et donc, j'ai voulu partir de là pour imaginer ce qui aurait pu se passer si, en changeant un tout petit peu la puissance en fait, de la machine, ils avaient construit quelque chose qui était plus proche de la machine de Watt, de celle qui a effectivement enclenché la révolution industrielle, et de voir ensuite ce qui aurait pu en découler. Et donc, en partant de là, je demande à l'intelligence artificielle d'imaginer, alors en vrac, différentes idées. Enfin, quand je dis différentes idées, c'est des centaines d'idées sur ce qui aurait pu se passer pour l'Empire romain dans ces conditions. Ensuite, j'en ai sélectionné quelques-unes, et après j'ai travaillé de manière assez itérative avec l'intelligence artificielle pour essayer de créer un plan de livre et d'histoire en fait, à partir de cet événement initial, et donc de lui demander d'organiser les événements, de trouver des liens logiques les uns avec les autres. Et après, une fois que ce plan assez détaillé a été fait, de lui demander de commencer à inventer le canevas de chacune des parties, puis des sous-parties, enfin d'arriver de manière très granulaire à la rédaction des paragraphes eux-mêmes. Ce qui veut dire à chaque fois en fait qu'il faut repartir de zéro en quelque sorte, parce que un des problèmes qu'ont les modèles de langage actuels, c'est qu'ils ont une fenêtre de contexte, donc une capacité de rédaction et de compréhension qui est assez étroite. On peut lui donner un certain nombre de mots en entrée, et il peut faire un certain nombre de mots en sortie, mais il ne peut pas pour l'instant produire un livre entier d'un coup. On ne peut pas demander, voilà, écris-moi un livre de 200 pages et ça marche. On ne peut faire que quelques paragraphes au maximum, ce qui veut dire qu'à chaque fois, on ne peut pas non plus lui donner un livre de 400 pages en entrée. Donc il faut à chaque fois synthétiser là où on en est et lui demander d'écrire soit d'avoir un plan assez court, soit de faire paragraphe à paragraphe, et à chaque fois il faut retisser le lien avec ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après, ce qui demande donc beaucoup de générations différentes, et surtout un gros travail de tri après, parce que voilà, j'ai fait générer vraiment des milliers de passages en fait, et à partir de cela, j'ai sélectionné ceux qui me paraissaient les plus intéressants, et je les ai liés ensemble, ce qui veut dire aussi que j'ai fait un gros travail de correction après, pour à la fois faire des transitions là où il en manquait, de supprimer certaines redondances, parce qu'il ne pouvait pas forcément savoir qu'il avait déjà dit ça dans une génération antérieure, pour aussi un peu assouplir certains points de style, même si globalement j'ai voulu garder l'esprit de la production de l'intelligence artificielle brute. Et donc une fois qu'on a tout ce travail, après j'ai voulu faire un commentaire où là j'écrivais moi-même sur ce que m'avait inspiré en fait la génération par l'IA de cette uchronie. Et ce qui est intéressant, c'est que justement en fait tous les morceaux de chapitres qui sont faits par intelligence artificielle dans le livre servent d'abord finalement de stimulant pour la réflexion qui suit. Et je pense que c'est comme ça qu'est utile l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que ce qui est drôle, c'est que pour utiliser une IA comme ChatGPT, on doit lui donner une consigne, un prompt en anglais. Donc on doit lui donner une sorte de stimulus pour agir, enfin pour avoir quelque chose à dire. Parce que l'IA ne veut rien par elle-même, enfin elle n'a pas d'idée, elle ne veut pas dire quelque chose comme ça si on ne lui demande pas. Donc il faut lui demander quelque chose. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'inversement, et un peu en miroir, ce que produit l'IA peut servir aussi de prompt et de consigne et de stimulant pour nous, pour écrire quelque chose d'autre ensuite. Et c'est vraiment comme ça que le livre est conçu en fait. À la fois pour le lecteur et pour moi et pour l'auteur, les parties réalisées par IA servent en fait de stimulant pour se dire ah oui tiens, est-ce que ça aurait pu se passer comme ça ? Est-ce que c'est vraisemblable d'imaginer ça ? Qu'est-ce qui aurait pu justifier une telle évolution ? Et ensuite d'y réfléchir, cette fois-ci sans l'aide de l'IA. Par rapport à nos connaissances historiques et à notre
aussi nos a priori sur la manière dont une société évolue et fonctionne. Tu dis que l'IA, ne veut rien, par elle-même, d'elle seule, ce que je crois aussi. Hem, Est-ce que l'IA, pense? Est-ce qu'elle a des idées? C'est-à-dire que pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a souvent, des passages, dans les parties, rédigées, par l'IA où, on a un lien entre, le progrès technique qui est fait, par le texte et une société moralement plus libérale, et on sent que, ça va dans un sens, souhaité plutôt, et c'est plutôt affirmé de façon positive. Je pense également à l'abandon de l'esclavage. Alors non pas que, évidemment, je remette en cause la positivité, le sens positif de l'abandon de l'esclavage, évidemment, je le pense aussi, mais on voit que l'IA est favorable à l'abandon de l'esclavage et qu'elle dit que c'est au contraire un progrès moral également que technique, que ça a été permis par le progrès technique. On voit qu'il y a quand même une idéologie derrière. Par exemple, page 54, j'ai noté aussi, ces technologies leur permettaient de rester connectés à la nature, de contrôler leurs émotions, d'atteindre leurs objectifs de manière réfléchie et rationnelle. Là, on a une vraie pensée. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est est-ce que là, c'était des consignes faites par toi? Est-ce que c'était toi qui est derrière ça et qui lui dit voilà, il faut aller dans ce sens-là et ensuite elle le fait? Ou est-ce que l'IA rassemble un petit peu dans toutes les informations dont elle dispose dans le corpus culturel mondial, et elle voit à peu près ce qui est pensé de manière majoritaire, ou alors ce qui est pensé dans la plupart des textes qu'elle lit? Est-ce qu'elle impose ainsi une pensée majoritairement établie, ou est-ce que c'était toi derrière qui lui disais voilà, idéologiquement il faut être favorable à l'abandon de l'esclavage? Je pense également au fait que l'intelligence artificielle, enfin le progrès technique, a fait prendre conscience de la nécessité d'éduquer les femmes, de leur accorder une place plus importante. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont affirmées par l'IA. Donc, est-ce que c'était toi derrière, ou est-ce que c'est l'IA d'elle-même qui a cette pensée? Alors, il y a un petit peu des deux, mais en fait c'est pour une raison assez différente. Alors d'abord, moi je crois plutôt philosophiquement aux thèses de Francis Fukuyama, l'auteur de la fin de l'histoire, sur le fait qu'effectivement le développement économique et technologique a tendance à produire des sociétés plus libérales. Je crois que c'est assez vrai, en tout cas historiquement, je trouve que ça se vérifie plutôt bien, Mhm. et puis même rationnellement, on comprend pourquoi certaines évolutions, et notamment par exemple sur la place des femmes, le fait que le progrès technique permette justement de rendre moins importante la force physique, par exemple, dans la société et la hiérarchie sociale, peut conduire à une amélioration du statut des femmes. Bon, c'est des choses comme ça qui me paraissent assez logiques. Donc d'emblée, moi j'étais plutôt acquis à cette idée-là, mais effectivement, alors GPT-3 a déjà, et c'est encore plus le cas d'ailleurs de la version qui est dans ChatGPT, a aussi des biais idéologiques qui tendent à la rendre plutôt optimiste sur ces questions-là. Et en fait, c'est pas tellement parce que le corpus initial serait orienté vers l'optimisme à ce sujet, c'est plutôt parce que en fait, il y a une autre phase, il y a une phase d'entraînement de l'IA où elle absorbe donc toutes les données dans le corpus initial, donc vraiment des quantités énormes de texte. Mais ensuite, une fois qu'elle est entraînée, là, ça fait un modèle brut qui ne fait que donc produire du texte vraisemblable en fonction de ce qu'il a vu dans ses données initiales. Mais la société qui produit GPT, qui s'appelle OpenAI, ne s'arrête pas là parce que eux ils ont très peur en fait qu'elle puisse être utilisée pour produire du contenu illégal ou qui pourrait choquer les utilisateurs. Ce qui serait tout à fait possible avec le modèle brut en fait, qui pourrait ressortir des trucs de forums internet horribles, enfin où il pourrait vous expliquer comment faire une bombe, il peut vous expliquer comment, je sais pas, enfin plein de choses pas bien. Et donc ce que fait OpenAI, c'est qu'il y a une phase où on fait du renforcement en fait de cette IA sur des attitudes, enfin ou des choix qu'on veut lui imposer. Et donc il y a une phase humaine cette fois-ci où en fait des gens notent la production de l'IA et la réponse de l'IA à certaines questions en lui disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et on lui fait ça sur pas mal d'itérations en lui disant par exemple voilà, quand on te demande de faire une bombe, c'est pas bien si tu donnes la recette de la bombe, il faut que tu dises ah non j'ai pas le droit de vous dire ça, il faut pas que je dise ça. Et donc il y a cette phase qui est indispensable pour OpenAI pour pouvoir faire un produit qui va pouvoir ensuite être donné au grand public, qui pourra être utilisé par des enfants, enfin bon, mais aussi ça fait que ça a des effets, disons, indirects et peut-être un peu indésirables, qui est que sur plein de sujets, il va avoir tendance à être assez bienveillant et assez conciliant, disons, pas trop insister sur les angles durs, et donc ça se voit aussi dans la production parfois
sur les idées, un peu sur le style, et voilà, ça qui peut sembler être en détail, mais c'est quand même une partie importante du livre. Et d'ailleurs, tu le dis, s'il avait fallu faire appel à des graphistes ou des peintres pour avoir toutes les illustrations, ce livre aurait coûté peut-être des centaines de milliers d'euros. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais il aurait coûté non, vraiment je très pense pas, cher. ouais. 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 Et à quel niveau de détail tu as dû aller pour obtenir de telles illustrations? Et autre question sur les dessins, sur les photos, qui sont vraiment très belles. Je les refeuilleté là pendant qu'on parlait. Il y a vraiment de très belles illustrations, donc ça fait partie des atouts finalement du livre. On voit de quoi est capable l'intelligence artificielle à ce niveau-là aussi. Il y a quelque chose qui m'a surpris, alors c'est un simple détail encore une fois, mais pendant longtemps, les Romains finalement sont habillés de la même manière. Oui, c'est vrai. Jusqu'à pendant ouais, même jusqu'à alors Non, jusqu'à la fin, avant, après, avant enfin, les toutes dernières pages, ouais, peut-être qu'à la fin Ouais. ils ont des armures etc un peu plus costauds, mais pendant longtemps, alors voilà, je me posais la question, est-ce que c'est un simple détail, est-ce que c'est anodin, est-ce que finalement le progrès technique n'a aucune influence sur les habitudes vestimentaires, ou est-ce que c'est vraiment complètement anodin comme remarque, je sais pas. Mais non, c'est une très bonne remarque. Je m'étais posé la question. Alors, en fait, la raison pour laquelle c'est comme ça dans le livre, c'est que je voulais qu'ils soient identifiables comme des Romains, en fait. Oui, Même d'accord, malgré la oui. technologie, je trouvais ça drôle de pouvoir montrer quelqu'un qui utilise un ordinateur, mais qui est habillé avec une tunique romaine, quoi. Donc c'était surtout d'un point de vue visuel, parce que sinon, ça pourrait devenir une photo de quelqu'un qui utilise un ordinateur et rien ne dit qu'il est romain. Enfin, donc, Bien sûr, oui. je voulais, voilà, c'était surtout pour cette raison-là. Mais ensuite, comme tout se produit beaucoup plus vite dans l'Uchronie que dans la réalité, puisque donc il y a une révolution industrielle qui commence au 1er siècle et qu'ils vont sur la Lune au 5e siècle, en gros. Ce serait une bonne question, et bon, c'est difficile, on peut pas avoir de réponse, mais il est possible que l'évolution vestimentaire aille moins vite que le progrès technique. Et que finalement, par exemple, le port du pantalon, c'est quelque chose qui est arrivé vers la fin de l'Empire romain, plutôt par des influences germaniques. Parce qu'on ne portait pas de pantalon à Rome ou en Grèce, on en portait chez les barbares. Pour plusieurs raisons qu'on voit le pantalon qui se répand à Rome, c'est par contact avec des populations germaniques qui s'installent dans l'Empire, mais aussi parce que les Romains eux-mêmes, ayant étendu leur empire sur des climats différents de celui de l'Italie, se rendent compte que le pantalon c'est parfois utile. Quand on habite en Angleterre par exemple, ça vaut le coup. Et puis aussi parce que des fois, simplement la mode change et qu'on finit par se vouloir varier et qu'il y a des choses qui deviennent à la mode sans raison particulière. Mais tout ça se produit quand même assez lentement et par ailleurs, on a aussi une sorte de stagnation de la mode, en tout cas de la mode masculine, depuis... par exemple, le costume masculin, depuis la fin 19e, il n'a pas beaucoup changé. Enfin, on portait déjà des choses qui ressemblaient à peu près aux costumes qu'on porte aujourd'hui à la fin 19e. Les coupes sont pas les mêmes, mais enfin, il y a des choses qui n'ont pas énormément changé. Il y a d'autres habits qui sont apparus depuis. Mais on voit déjà un peu les silhouettes. En tout cas, il n'y a plus de différence aussi drastique qu'entre le port de la toge et celui de l'habit sous l'Ancien Régime, par exemple, si on compare entre l'Ancien Régime et aujourd'hui. On porte toujours quand même le même genre d'habit. Et donc, peut-être que l'interconnexion aussi des populations, la facilité à produire des vêtements, à un moment fige un peu la manière de s'habiller. Et on a du mal à imaginer, par exemple, que demain, on se remettrait à porter des tuniques et des toges, quoi. Enfin, ou des vêtements drapés et pas cousus. Enfin. Donc, voilà, je me disais que c'est pas totalement absurde d'imaginer qu'avec un progrès technologique fulgurant, ça fige, en quelque sorte, le vêtement sur 2-3 siècles, quoi. Enfin, ça me paraissait pas absurde. Mais bon, encore une fois, la première raison, c'était parce que je voulais que ce soit reconnaissable sur les illustrations. Je comprends bien, merci. Il y a une notion très intéressante que tu abordes également dans ton ouvrage, c'est la notion d'imagination constituante développée par Paul Venn, et qui est vraiment très intéressante et qui permet d'expliquer également beaucoup de l'ouvrage, également beaucoup sur l'évolution technologique à travers les siècles, que tu pourrais revenir sur cette notion développée par Paul Venn, qui est l'un des spécialistes également de l'Antiquité romaine, et qui explique que parfois, en fait, à certains moments, ils étaient vraiment pas très loin de grands progrès techniques, mais parce qu'ils n'imaginaient peut-être pas possible une telle évolution, finalement, ils n'allaient pas jusqu'au bout du progrès. Oui, alors c'est effectivement un terme inventé par Paul Venn qui désigne en fait la capacité d'une société à imaginer un concept nouveau, ou plutôt ça désigne en fait le cercle dans lequel elle peut penser et dont elle n'arrive pas à sortir en quelque sorte. Et évidemment, quand on est à l'intérieur du cercle, on n'en a pas conscience qu'on est dans le cercle, parce que nous-mêmes, il y a sans doute des choses qu'on n'arrive pas à concevoir, qu'on n'arrive pas à imaginer ou à croire, et qui peut-être paraîtront évidentes dans 3 siècles, quand une société aura une imagination constituante différente. En fait.
Le meilleur exemple de ça, c'est probablement l'esclavage, dont on parlait tout à l'heure. Aristote, philosophe, parle d'esclavage, n'envisage pas que une société puisse un jour se passer de l'esclavage, et qu'on puisse l'abolir. Et en fait, personne dans l'Antiquité, à part 2-3 allusions qui en plus sont même pas vraiment dans cette optique-là, imagine une société où l'esclavage a disparu. Pour eux, l'esclavage, ça fait partie de la nature humaine, en fait. Enfin, c'est comme ça, il y a des esclaves, et ça se remet pas en question, comme on remet pas en question le fait qu'il y ait la lune et le soleil, quoi. Et donc, leur imagination constituante leur interdit de penser quelque chose comme l'abolition de l'esclavage. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça a duré très longtemps, puisqu'en fait, il n'y a pas eu vraiment en Europe de moment où on a aboli l'esclavage. C'est juste que les esclaves, les servi en latin, sont devenus progressivement ce qu'on appelle les serfs au Moyen-Âge, et c'est juste que leurs conditions de travail et de relation avec leur maître avaient un peu changé avec le temps, et au fur et à mesure, après, on a fini avec le servage. Mais quand ils ont aboli le servage, en fait, ils ne s'imaginaient pas qu'ils étaient en train d'abolir l'esclavage antique. Enfin, c'était déjà plus la même chose. Donc il n'y a pas eu de moment de rupture, comme il y a eu ensuite pour les esclaves du Nouveau Monde au XIXe siècle, où on abolit l'esclavage antique. Donc en fait, cette imagination constituante, elle était tellement présente que à aucun moment, en fait, même à la fin de l'Antiquité et même au début du Moyen-Âge, personne ne s'est dit tiens, l'esclavage, on va l'abolir. Même après, d'ailleurs, la victoire du christianisme. Parce qu'on pourrait penser que c'est le christianisme, qui est une religion qui est plutôt favorable aux esclaves, aurait conduit à décider la libération de tous les esclaves. Mais en fait, non, même pas. Enfin, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc l'imagination constituante, c'est effectivement ce qu'une société est incapable, enfin plutôt ce qui désigne, ça désigne ce qu'une société est capable de penser, et en négatif, ce qu'elle est incapable de penser. Et pour la technologie et l'innovation, c'est extrêmement important parce que quand on y réfléchit, et c'est ce dont je parle dans le livre, construire une pile électrique, c'est extrêmement simple en fait d'un point de vue matériel. Ça ne demande pas des matériaux et des composants, des composés chimiques qui seraient inaccessibles à des Grecs ou des Romains. C'est pas coûteux à produire, le schéma lui-même est pas très difficile. Simplement, il faut y penser. Et tant qu'on n'a pas le moyen d'y penser, on le fait pas. Et donc et c'est pareil pour ensuite la machine à vapeur et plein d'autres inventions qui, une fois qu'elles sont connues, paraissent un peu évidentes, mais qui sont extrêmement difficiles à connaître tant qu'on n'y est pas encore, on n'est pas encore tombé dessus. Et donc la question devient de se demander pourquoi l'Antiquité n'a pas réussi justement à sortir de ce cadre-là et n'a pas réussi à découvrir l'électricité, la vapeur et d'autres inventions qui ensuite ont fait la révolution industrielle au XVIIIe et au XIXe siècle. Et alors là, il y a plusieurs réponses. Évidemment, c'est impossible d'en avoir une réponse définitive. Il y a plusieurs hypothèses, donc. Alors, il y en a une qui a souvent été proposée, qui était assez à la mode dans les années 70-80, mais sur laquelle les chercheurs sont plutôt revenus aujourd'hui, et qui ne me convainc pas non plus tellement, c'est celle justement de l'esclavage, en disant les Romains et les Grecs avaient des esclaves, et donc n'étaient pas incités à produire des machines qui pouvaient remplacer le travail des esclaves. Finalement, machine à vapeur, ça sert à déplacer des charges, à effectuer un travail mécanique, à creuser dans des mines. Bon. Mais tout ça, justement, ils avaient des esclaves pour le faire, donc quel intérêt pour eux de travailler à faire des machines pour les remplacer ? Ça peut paraître intuitif comme ça, mais en fait, je trouve pas ça convaincant, parce que ça voudrait dire que, si on suivait cette logique, ça voudrait dire que les Romains et les Grecs ne voulaient jamais utiliser de machines, puisqu'après tout, ils avaient des esclaves. Or, en fait, ils ont construit beaucoup de machines. Et c'est quelque chose dont je parle dans le livre, sur lequel j'insiste dans le livre, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, la société gréco-romaine est assez remplie de machines. Alors, il y a l'espèce de robots un peu divertissants que font certains savants grecs, notamment à l'époque hellénistique, où c'est assez à la mode, où on a des robots qui servent le vin, enfin des choses comme ça, et où c'est une sorte de gadget, mais n'empêche qu'ils adorent ça, ils sont très friands de ce genre de gadget, donc ils aiment travailler là-dessus. Mais surtout, pour faire du travail mécanique important, ils ont évidemment des engins de chantier, enfin ils ont des grues, ils ont des moulins à eau, ils ont plein de... et peut-être même des outils pour creuser, enfin pour miner plus rapidement, avec évidemment une source d'énergie manuelle, mais enfin qui permet d'automatiser une partie du travail. Ce sont des choses que les Romains et les Grecs avaient développées, et dont ils étaient assez fiers. En plus, je parle dans le livre d'un sarcophage romain qui représente un entrepreneur en bâtiment, et qui s'est fait représenter sur son sarcophage en bas-relief avec ses outils, ses engins de chantier. On voit justement des grues. Ce qui veut dire qu'il était quand même particulièrement fier d'avoir des machines pour faire le travail le métier qu'il faisait. Donc, je trouve pas ça très logique de se dire que, alors qu'ils avaient ces différentes machines,
ils n'auraient pas inventé la machine à vapeur parce qu'ils avaient déjà les esclaves. Enfin, ce serait pas, dans ce cas-là, ils n'auraient pas dû avoir de machine du tout. Et ils n'auraient pas dû chercher à se faciliter la vie avec les machines. Pareil pour la guerre, d'ailleurs, ils avaient évidemment beaucoup de machines de guerre et ils étaient très attentifs à ce qu'on pouvait imaginer de nouveau en termes de balistes, de catapultes et d'autres outils militaires. Et s'ils avaient pu inventer une machine qui allait être encore plus efficace pour faire la guerre, ils l'auraient inventé. Enfin, ils l'auraient fait, ils l'auraient adopté plutôt. Donc, voilà, je suis pas convaincu par l'idée qu'ils voulaient pas de machine parce qu'ils avaient les esclaves. Donc une raison qui me paraît plus convaincante, c'est, enfin il y en a deux en particulier. Il y en a une qui est, disons, socio-économique, qui est qu'il manquait d'un système capitaliste en fait, et d'un réseau d'investissement et de capital risque. Effectivement, il n'y a pas vraiment d'équivalent d'entrepreneur dans l'Antiquité. Le plus proche qu'on a, c'est Paul Venn d'ailleurs qui en parle dans un article intéressant. C'est la figure de Trimalcion, personnage fictif du Satyricon de Pétrone, qui a une vie qui ressemble un petit peu au début à ce qu'on pourrait imaginer d'un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il investit dans des navires et dans du commerce au long cours, où il paye des cargaisons qu'il envoie sur un navire, et il espère que ça ne va pas faire naufrage, pour pouvoir revendre la cargaison plus chère ailleurs, dans l'Empire. Et pour lui, il se trouve que ça marche, et donc il devient très riche. Mais justement, ce qui fait la différence entre Trimalcion et un capitaliste du 19e siècle, par exemple, c'est que dès qu'il a acquis sa richesse, il arrête tout de suite ses activités d'investissement d'armateur et il investit tout dans le patrimoine immobilier, dans des terres et dans l'agriculture, en fait. Donc, il revient sur le modèle classique romain qui est celui du grand propriétaire terrien, qui n'investit rien en fait, qui ne fait que vivre comme un rentier de la production de ses terres. Et donc on n'a pas une figure qui justifierait d'investir beaucoup dans de la recherche et la création de machines totalement nouvelles pour imaginer en tirer un bénéfice à très long terme en fait. Ça c'est quelque chose, ils n'avaient pas vraiment la structure sociale pour le faire. Non, tu dis même dans ton ouvrage qu'il y avait deux choses qui bloquaient également la possibilité de progrès technique. C'est la méfiance peut-être des politiques envers les chercheurs, etc. Parce qu'il n'y avait pas de système de transmission politique et peut-être une méfiance trop grande de quelqu'un qui pourrait devenir peut-être trop important avec l'avancée technologique. Et deux, le snobisme également, une partie de la philosophie, tu disais de Platon et de ses successeurs. Moi, voilà, avant peut-être que tu continues, que tu ailles sur la seconde raison. Donc tu sembles lier peut-être les progrès techniques avec les régimes démocratiques, peut-être qui est plus accessible, peut-être et plus propice à permettre le progrès technique. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi à l'époque, et on l'a vu également au moment de la guerre froide, le fait que l'hégémonie de l'Empire romain peut-être bloquait la possibilité d'aller plus loin, et que c'est également la concurrence autre que la démocratie, la concurrence avec un autre géant ou un autre grand pouvoir en face qui favorise les progrès techniques. Je pense par exemple au fait qu'entre l'URSS et les États-Unis au moment de la guerre froide, peut-être n'aurait-on pas été sur la Lune aussi rapidement s'il n'y avait pas eu cette forte concurrence. C'est possible que ça ait joué un peu. Cela dit, ils avaient quand même encore un peu, des rivaux et en tout cas des choses qui étaient suffisamment importantes pour eux pour constituer des menaces. Je pense à l'Empire parthe à l'est et puis évidemment les invasions barbares par ailleurs. Donc c'est des choses qui auraient pu les inciter à innover un peu plus d'un point de vue militaire en tout cas. Et par ailleurs, l'Empire lui-même, comme il est constitué de cités assez indépendantes en fait, chacune a eu intérêt de toute façon à être en concurrence avec les autres et à essayer de... Donc, bon, il restait tout de même de la marge pour avoir de la concurrence et de l'émulation à l'intérieur de l'Empire. Mais effectivement, ça a peut-être joué. Ça se trouve, s'il y avait eu une sorte d'autre empire équivalent à l'Empire romain juste à ses frontières et en permanence en rivalité avec lui, ça aurait peut-être joué un peu plus. Et donc, effectivement, la deuxième raison, tu en as parlé, c'est une raison plus philosophique ou plus culturelle, qui est que la figure que j'appelle dans le livre de l'ingénieur, mais en fait, je désignais par là celle de quelqu'un qui est à la fois un savant sur le plan théorique, donc qui connaît la mathématique, la physique, la géométrie, etc., et qui s'intéresse aussi, qui travaille à l'application pratique de ses connaissances théoriques dans le vrai monde. C'est quelque chose qui, en fait, n'existe pas beaucoup dans l'Antiquité. Et je pense principalement parce qu'elle a été, c'est une figure qui a été méprisée dès l'origine par une figure aussi influente que Platon. Alors c'est sans doute pas le seul, mais je pense qu'il a eu un poids assez important là-dedans, où il avait plus tard nous dit par exemple qu'il s'était insurgé contre des géomètres et des savants de son époque qui essayaient par exemple de construire des planeurs, des machines nouvelles à partir de leur connaissance de la géométrie, en leur disant non, la géométrie
et les mathématiques, ce sont des choses, ça appartient au monde des idées, ce sont des choses qui sont trop nobles pour être perverties en une application pratique, parce que faire des machines, construire des choses de ses mains, c'est un travail d'esclave, justement. C'est un travail bas et grossier. Et c'est une mentalité qui a perduré très longtemps. On la retrouve chez Sénèque, qui dit aussi, qui n'est pas spécialement contre le progrès technique. Enfin, il dit pas qu'il faut pas utiliser les machines et les connaissances, ou le confort qu'apporte la civilisation et les progrès techniques. Mais il dit bien que c'est pas un travail d'honnête homme de travailler là-dedans. En fait, que quand on est quelqu'un de bien, on ne cherche pas à faire des machines ou à améliorer les connaissances techniques d'une société. On se contente de réfléchir d'un point de vue purement abstrait. Et donc, c'est une mentalité qui n'incite pas à avoir une révolution industrielle, parce que même si on découvre d'abord, on a plus de mal à découvrir des nouveautés quand on n'utilise pas d'application pratique, parce qu'en fait, le progrès de la science, c'est aussi un aller-retour permanent entre l'empirique, le pratique, et la théorie. Je pense qu'on ne resterait pas allé très loin si on avait demander seulement à des mathématiciens et des physiciens de réfléchir dans l'abstrait. Et d'autre part, il y a évidemment aucune incitation à construire une machine qui va peut-être permettre d'en faire une autre, etc. Or, il y a sans doute un ordre d'invention des innovations technologiques qui est plus optimal qu'un autre. Par exemple, clairement, l'invention de l'imprimerie, c'est quelque chose qui ensuite permet, par une sorte d'effet boule de neige, d'inventer beaucoup d'autres choses, parce que ça permet de diffuser le savoir beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus rigoureuse. Et donc, clairement, l'Europe moderne a bénéficié de l'imprimerie parce que ça a permis à des savants de partager leurs inventions, de partager leurs idées, de se critiquer les uns les autres, et de manière beaucoup plus efficace qu'à l'époque antique où on avait des manuscrits qu'on recopiait et qui parfois d'ailleurs avaient des erreurs dans les copies, qui étaient beaucoup plus lents à circuler. Et donc sans doute l'imprimerie par exemple est une invention séminale qui permet les autres, et tant qu'on n'est pas passé par celle-là, on passe pas par... on n'atteint pas les autres. Donc voilà, la mentalité qui considère que inventer une machine c'est un travail d'esclave, ça c'est vraiment quelque chose de très puissant pour empêcher l'innovation dans l'Antiquité. Mais après avoir dit tout ça, il faut aussi se souvenir que l'Antiquité n'a pas été une période de stagnation totale, et qu'ils ont quand même inventé un petit peu des nouveautés, mais ça venait justement plutôt du bas en fait. C'est-à-dire que ce sont des artisans, des architectes qui inventent des nouvelles manières de construire, qui inventent de nouveaux moulins, ou qui inventent la technique du verre par exemple. C'est sous l'Empire romain qu'on développe le verre au point d'en faire vraiment quelque chose d'utile pour la vie de tous les jours, avec des vitres aux fenêtres, ce genre de choses. Donc il y a quand même des inventions dans l'Antiquité, mais elles ne sont pas aussi massives que celles qu'on connaît évidemment à l'époque moderne et à l'époque contemporaine. Et d'ailleurs, tu écris que Sénèque était plutôt hostile, comme tu le dis, même si c'est pas complètement hostile non plus au progrès technique, alors qu'il était le précepteur de Néron, qui lui, tu le dis, était plutôt curieux. Donc ça veut dire qu'il a pas très bien fait son boulot de oui, précepteur. C'est vrai. Alors. C'est vrai. Et Néron, d'ailleurs, c'est intéressant. Alors, ce qui est drôle dans l'Uchronie, c'est que qui est drôle d'ailleurs dans la vraie vie, mais c'est que l'invention de la machine à vapeur antique, elle se fait sous le règne de Néron, et il se trouve que Néron était quelqu'un qui était particulièrement amateur de technologie. Ça, on a beaucoup d'anecdotes sur ce sujet, où il est passionné par exemple par les nouveaux instruments de musique. Et un jour qu'il y a une révolte qui se produit en Gaule, une révolte assez importante qui pourrait menacer son pouvoir, il la traite vraiment en quelques minutes avec ses conseillers, et après il les entraîne pour aller leur montrer un nouvel orgue hydraulique qu'on lui a montré, et ça le passionne beaucoup plus en fait que la menace politique et militaire qu'on vient de lui annoncer. Donc c'est intéressant. Et puis pareil, par ailleurs, pour les courses de chars, pour plein d'autres activités dont il était passionné, il était effectivement très technophile, ce qui est amusant, ce qui correspond assez bien à son personnage un peu excentrique. Mais c'est un cas particulier finalement, par rapport à Sénèque en particulier. J'ai été surpris de voir au fur et à mesure des siècles une sorte de déification de la technique dans l'Uchronie, avec cette sacralisation de la déesse Techné, la déesse de la technique, alors que j'aurais pensé que le progrès technique allait davantage rationaliser les esprits,
Là, au contraire, on a une déification et tu abordes aussi l'aspect religieux dans ton ouvrage, mais est-ce que c'est pas contradictoire, ça, cette déification de Techné avec l'évolution des progrès techniques? Oui, c'est amusant parce que ça me paraissait assez logique en fait que vu la configuration du polythéisme romain, on déifie assez rapidement la technique elle-même avec donc cette déesse Techné, et qu'en plus il y a tout de même, surtout chez les élites qu'on connaît le mieux, un rapport assez distancié par rapport à la religiosité et aux dieux. Il y a une grande part finalement assez esthétique dans le rapport qu'ont certains Romains avec leurs dieux. Je trouvais ça assez vraisemblable que même si les progrès techniques peuvent rendre certaines croyances obsolètes, ou en tout cas rendre plus évident l'absurdité de certaines croyances, que en fait, ce soit pas forcément incompatible avec l'idée qu'on honore et qu'on fasse des temples et des statues à une nouvelle déesse qui en fait est plus le réceptacle de la confiance qu'on accorde à un concept en fait. Et tu consacres également un chapitre sur la langue, sur le latin, et tu estimes que, selon toi, s'il y avait eu du progrès technique, s'il y avait eu cette possibilité peut-être, notamment des nouveaux médias, des médias de communication, la télévision, etc., le latin n'aurait pas disparu, selon toi? Alors en fait, je pense que le latin aurait effectivement d'abord été un peu plus conservateur, donc il aurait perduré un peu plus longtemps, mais surtout il ne se serait pas divisé entre les différentes langues latines. Oui. En fait, c'est surtout ça le phénomène, parce que l'innovation technologique telle qu'elle est présentée dans cette uchronie aurait conduit donc à l'invention du télégraphe, puis peut-être de la radio, et bon, de tous les moyens de communication modernes qui font que on est en contact avec des façons de parler communes. Et qu'on a tous, aujourd'hui, on est tous reliés par la télévision, les contenus qu'on regarde sur Internet, mais aussi les contacts qu'on a avec d'autres gens ailleurs dans le monde. Ça fait que les phénomènes de vase clos qui ont conduit à la diversification du latin dans le français, l'espagnol, l'italien, etc., ne peuvent pas vraiment se produire dans ces configurations-là. Parce que ce qui fait que le latin devient du français en France, c'est justement parce qu'il manque de contact linguistique avec les Romains de Rome. Et donc, si jamais, au contraire, il y a une communication permanente grâce aux moyens technologiques avec tout le monde dans l'Empire, peut-être que l'ensemble continue d'évoluer, parce que le latin ne serait pas resté le latin classique, mais il aurait évolué de manière plus uniforme vers une destination commune, et on n'aurait sans doute donc pas eu de français, d'italien, d'espagnol à travers les siècles. Oui, tu as abordé tout à l'heure la question des esclaves, et il y a également un passage intéressant dans ton ouvrage où tu compares finalement les débats qui ont lieu aujourd'hui sur l'arrivée des robots et leur possible concurrence avec les travailleurs, avec les ouvriers, avec les futurs emplois, et les débats qui auraient pu avoir lieu également à l'époque de l'esclavage. Des esclaves qui avaient finalement la même menace, il y avait les mêmes craintes de certains Romains à l'époque de l'arrivée d'esclaves en masse avec aujourd'hui la robotique. Oui, mais on peut le comparer à plusieurs égards, d'abord parce que les Romains considèrent les esclaves comme étant des biens meubles, donc un peu comme un robot. Alors, ça ne veut pas dire que les Romains ne croyaient pas que les esclaves étaient des êtres humains, parce qu'ils sont conscients quand même que c'est évidemment la même espèce, qu'on partage une humanité avec eux, mais simplement pour eux, il y a des humains qui sont rangés dans la catégorie des biens qu'on peut posséder, qu'on peut échanger comme des biens meubles. Donc bon, en cela, ils se rapprochent un peu de la manière dont nous, on peut concevoir des robots. Ensuite, il y a effectivement cette crainte chez beaucoup de Romains, et c'est ce qui a motivé d'ailleurs le mouvement des Gracques et ensuite de tous ce que j'appelle les populistes, les populares romains, qui est de la crainte que les esclaves soient les seuls à travailler la terre chez des grands propriétaires terriens, et qu'au contraire, pour eux, il fallait que les citoyens romains pauvres puissent eux-mêmes travailler leurs petits lopins au lieu de les laisser à des esclaves. Donc il y a aussi cette crainte que donc des biens meubles travaillants remplacent des citoyens libres. Donc là aussi, ça ressemble un peu à ce que certains peuvent craindre sur le remplacement par les robots. Et il y a aussi, alors ça c'est plus nouveau, le fait qu'il y a des esclaves qui sont très qualifiés. Il y a des esclaves grecs qui servent de professeurs, par exemple, ou qui servent de secrétaires, mais parfois à des postes très très importants, et qui sont donc d'un grand niveau intellectuel. Et là, on se rapproche plus de GPT finalement, et d'un robot qui est capable de réfléchir et de produire du texte et des raisonnements. Et peut-être que c'est une sorte de préfiguration de ce que nous, on pourra connaître comme rapport avec des machines comme les modèles de langage, parce que c'est comme si on avait tous finalement un esclave grec super qualifié à notre disposition.
Alors, dernière question sur ton ouvrage avant la conclusion après. Quelle est selon toi, en tant qu'historien, la place du hasard dans l'histoire? Parce que finalement, tu dis à un moment donné dans ton ouvrage que, beaucoup d'événements dans l'histoire sont dus au hasard. Est-ce que pour toi ça a une place importante? Parce que tu as quand même écrit le siècle d'Auguste, dans lequel tu écris que autour d'Auguste, on a eu un rayonnement intellectuel, politique, scientifique, quand même, qui ont été permis quand même par, l'astre principal qui est Auguste, que tu compares à certaines périodes comme Napoléon ou la Renaissance, qui sont permises par certains, peut-être pas grands hommes, mais par certains astres. Est-ce que tu considères que beaucoup de choses sont dues au hasard, un peu comme Tolstoï dans Avec Guerre et Paix, où à la fin il nous dit finalement que tout est dû au hasard, qu'il n'y a pas de grands hommes, que rien n'est dû aux hommes, que tout n'est que hasard? Toi, quelle est ta place là-dessus en tant qu'historien? Ouais, je pense qu'il y a une part assez importante de ce qu'on peut appeler le hasard, alors qu'il peut être aussi une ignorance des causes qui produisent leurs effets, mais en tout cas, certainement, c'est difficile de pouvoir dire avec certitude que tout devait arriver tel quel et que même si on avait changé tel ou tel paramètre insignifiant, il se serait passé la même chose. D'ailleurs, il y a des choses. Enfin, je suis assez partisan en fait des causes parfois peu spectaculaires en histoire. Dans le siècle d'Auguste dont tu parlais, je rappelais une citation de Lucien Gerfagnon qui disait qu'il ne faut pas sous-estimer par exemple le poids de la lassitude dans les événements historiques et que, en fait, d'ailleurs pour l'époque d'Auguste, une grande partie de ce qui fait qu'Auguste a pu réussir à faire ce qu'il a fait, donc à instaurer la paix après la guerre civile et à créer cette sorte de renaissance romaine, c'est aussi beaucoup dû à la lassitude que tout le monde avait des guerres civiles et qu'à un moment, on en a marre de se taper dessus et donc il faut bien qu'on trouve quelqu'un sur qui on se met d'accord pour arrêter ces guerres civiles et peut-être que si Auguste était arrivé 20 ans auparavant, s'il était né 20 ans auparavant, il n'aurait pas du tout réussi à faire ce qu'il a fait. Et donc c'est pas tout à fait du hasard, mais il est né, enfin il est arrivé au bon moment et peut-être que ça devait se produire comme ça. Mais en tout cas, les causes, disons un peu mineures comme ça, comme la pure lassitude, sont assez importantes en histoire et je pense aussi que si on avait changé tel petit paramètre dans l'Antiquité, il aurait pu se produire des choses très différentes après. Donc je crois assez à l'effet papillon de ce point de vue-là. Alors en conclusion, j'ai toujours l'habitude de demander aux invités que je reçois pour mes entretiens littéraires 3 ouvrages qui les ont marqués dans leur vie, soit récemment, soit des classiques, ça peut être des essais, des romans, des pièces de théâtre, des poèmes, enfin peu importe. Et donc toi, Raphaël, quels sont ces 3 ouvrages auxquels tu penses, qui font partie soit de ton panthéon littéraire, soit tu as envie de citer parce qu'ils t'ont marqué récemment? Alors, on a parlé de Paul Venn tout à l'heure, et c'est vraiment un auteur que je recommande beaucoup parce que il peut paraître un peu ardu parfois quand on est pas, soit antiquisant, soit vraiment grand amateur d'antiquité romaine, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. Alors, pas forcément. Paradoxalement, ses livres les plus petits sont pas forcément les plus simples. Par exemple, il a fait Les Grecs ont-ils cru à leur mythe, qui est super, mais qui est en fait assez sophistiqué et c'est pas forcément la meilleure introduction à ce qu'il a fait. Donc je conseillerais plutôt un livre qui, moi, a été celui par lequel je suis rentré d'ailleurs dans son œuvre, qui est L'Empire gréco-romain, qui est en fait un recueil d'articles. Donc c'est pour ça que c'est un gros livre, mais qui se lit assez facilement parce que c'est des articles indépendants les uns des autres et qui comprend ce que je trouve Paul Venn fait de mieux, c'est-à-dire de poser des questions que personne ne se posait vraiment et mais qui sont en fait très très centrales, enfin et très stimulantes, du genre qu'était-ce qu'un empire romain, un empereur romain, pardon. Et en fait, il pose la question, mais finalement, c'est quoi un empire romain? Parce qu'il n'y a pas de constitution à Rome qui décrit ce que doit faire, enfin, quelles sont les compétences de l'empereur. C'est né de manière quand même un peu improvisée. Et donc, qu'est-ce qui fait? Quelle est la différence, par exemple, entre un empereur romain et un roi de France? C'est le premier livre de Paul Venn que j'ai lu, et je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on avait parlé dans le premier podcast, mais un de mes auteurs de littérature classique préférés, c'est Stendhal. Et je trouve que le Rouge et le Noir, c'est quelque chose qu'on lit souvent à l'école, peut-être un peu trop tôt, et qui vaut le coup également d'être relu. Il y a peut-être 2 livres comme ça. Il y a Madame Bovary et Le Rouge et le Noir, je trouve, parce que Madame Bovary, alors Le Rouge et le Noir, j'avais bien aimé dès le début. Enfin, je me souviens de l'avoir lu au lycée et d'avoir trouvé ça bien. Même si ensuite, c'est en le relisant qu'on en comprend quand même, qu'on en saisit le plus l'intérêt. En revanche, Madame Bovary, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être relu si on l'a lu que au lycée et pour l'école. Parce que, par exemple, une chose qui fait drastiquement changer le point de vue sur Madame Bovary, c'est que je me souviens au lycée d'avoir lu Madame Bovary et de me l'être fait présenter, ou de me dire ça moi-même, comme étant un roman sur une femme qui s'ennuie, quoi. Et je me disais vraiment, enfin,
J'ai pas envie de lire un livre sur quelqu'un qui s'ennuie et qui a l'air d'être un livre ennuyeux sur quelqu'un qui s'ennuie. Mais en fait, c'est vraiment la pire manière de décrire ce livre-là, puisque en fait, c'est un livre qui est très cruel, comme souvent chez Flaubert, et en fait, il faut le voir comme une sorte de parodie de satire de la vie en province, de gens idiots au 19e siècle en Normandie, quoi. Et que en fait il est très cruel avec son personnage principal. Par certains aspects il y a aussi une sorte d'attachement et d'affection de Flaubert pour son personnage, mais enfin globalement il est cruel avec tous les personnages de Madame Bovary. Et quand on s'en rend compte, quand on est conscient de ça, et qu'on voit qu'en fait on est censé se moquer des personnages plus que de s'ennuyer avec eux, et tout d'un coup le roman devient beaucoup plus intéressant. Et par ailleurs, le fait qu'on sache ça permet aussi de mieux goûter les parties qui sont plus purement poétiques et la qualité de l'écriture de Flaubert. Mais donc voilà, je pense que c'est deux romans qui méritent vraiment d'être relus si on les a lus, comme c'est souvent le cas, que pour faire plaisir à un professeur à l'école. Et donc voilà deux livres de plus à lire, donc ça fait 3, je crois. Écoute, parfait. Merci beaucoup Raphaël encore une fois d'être venu sur mon podcast pour la 2e fois. Donc, merci à toi. Jamais 203, donc peut-être que s'il y a un autre ouvrage ce sera avec à plaisir. l'horizon, on retrouvera sur le podcast. Donc je rappelle qu'il est paru chez Passé Composé en mai 2023, mais il est encore facilement trouvable en librairie. Si Rome n'avait pas chuté, donc de Raphaël Douan aux éditions Passé Composé. Donc merci encore Raphaël. Merci encore, j'étais ravi d'être là. Prenez soin de vous, lisez des livres et puis à très bientôt pour un nouvel épisode des Mémoires d'Adrien. Au revoir.